Je suis désolée. Je suis très heureuse donc, de vous accueillir en ce début d'année pour la poursuite de ce cycle de friandises musicales. Donc aujourd'hui, nous allons écouter et avoir une explication donc, sur la 5e symphonie de Beethoven, que vous connaissez tous, avec donc Julien Rezac, que vous connaissez déjà, notre pianiste, et également donc, la participation exceptionnelle de François Bernard, qui est aussi professeur de l'école de musique de Croissy, donc flûtiste, traversière. Donc il a fait une très grande analyse sur cette symphonie. Voilà, donc je vous demande de les accueillir chaleureusement. Donc Julien et François. Je vous souhaite un très bon concert. Merci. Donc voilà le plan de notre soirée. On commencera tout d'abord par quelques repères biographiques pour resituer Beethoven dans l'histoire, avant d'entrer plus précisément dans la 5e symphonie. Et nous verrons que cette symphonie était véritablement une symphonie révolutionnaire, et ce sera l'objet des propos et de l'analyse de François. Alors Beethoven, comme vous pouvez le voir, il est donc né en 1770. On est totalement dans cette époque qu'on appelle l'époque classique. Je rappelle vite fait que l'époque classique en musique est légèrement en retard sur les autres arts, mais Beethoven va se trouver vraiment à la charnière de ces deux mondes, qui est d'une part l'époque, le style classique, et il va introduire par sa musique, par sa nouveauté, son côté un peu avant-gardiste, la voie vers la musique romantique. Ce qui va vraiment marquer le tournant de sa vie, c'est cette année 1802, qui sera à la fois l'époque d'une déception amoureuse, alors ça je le vois la sonate au clair de lune et sa dédicatrice, mais également le début de sa surdité naissante. Et vous pouvez bien comprendre que pour un musicien, perdre ce sens qui nous est très cher, qui est lui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc Beethoven va particulièrement souffrir, et il écrira une lettre que l'on ne retrouvera qu'après sa mort, le Testament d'Heiligenstadt, dont je parlais juste après. De cette période qu'on appelle période héroïque de 1803-1808 naîtront les grands chefs-d'œuvre tels que la 3e symphonie, et jusqu'à l'apothéose de la 5e et 6e symphonie, la 5e que je vais vous jouer aujourd'hui. Alors pour faire un lien avec la friandise précédente qui était consacrée à Mozart et la sonate en fa majeur, et aussi pour précéder un petit peu le travail d'analyse de François, je voudrais revenir sur un élément de structure d'une forme musicale qui est la forme sonate. En effet, à l'époque classique, un certain nombre de procédés sont mis en œuvre pour donner cette dimension particulière à la musique, dont cette structure qu'on appelle aujourd'hui forme sonate. À l'époque, Beethoven n'appelait pas du tout forme sonate, il n'appelait pas ces mélodies thèmes, mais tout simplement idées ou mélodies. L'intérêt de ces deux parties, c'est le chemin de tonalité. La tonalité, vous pouvez voir par exemple dans la sonate en fa majeur que je vous avais jouée en novembre dernier. Maintenant, si je transpose ça à notre premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, on remarque que les dimensions ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que déjà on gagne en durée, les œuvres sont plus longues, les effectifs instrumentaux également. Je parlais de Mozart, la dernière symphonie de Mozart c'est environ 40 musiciens, avec la 5e symphonie de Beethoven, on s'acheminne plutôt vers 60-70 musiciens. Tu me dis si je me trompe, François. En fait, ce qui se passe, c'est que Mozart aimait bien aussi un orchestre bien fourni. Dans la 38e, il a eu l'occasion d'entendre son œuvre avec plus de 80 musiciens, il en était ravi. Mais ce n'était pas la norme, on jouait dans des salles beaucoup plus petites qu'aujourd'hui, et c'était pas possible de mettre autant de monde à disposition. Il faut imaginer par exemple que l'héroïque, la symphonie héroïque, qui est une symphonie monumentale, celle de Beethoven, elle a été créée avec guère plus de 40 musiciens dans un tout petit salon. Donc
On a du mal encore à imaginer, nous, avec nos salles, les conditions réelles de création des œuvres, en fait. Et justement, Beethoven va étoffer cet orchestre pour arriver, notamment avec la 9e symphonie, où on est obligé d'avoir plus d'une centaine de musiciens, avec choristes inclus. Et donc le développement prend une place beaucoup plus importante, et ce qui paraît assez remarquable dans ce mouvement, mais également dans toute la symphonie, c'est l'idée de proportion égale entre les parties. Vous pouvez le voir en dessous avec le nombre de mesures. La première partie, l'exposition, 124 mesures, le développement 123, 126 mesures pour la réexposition et 129 pour le développement terminal. Donc on a quelque chose qui donne une structure solide, et j'ai voulu faire un parallèle, alors, là aussi avec le style classique, mais peut-être un petit peu antérieur. Comme je disais, l'architecture est un petit peu, pas en avance, mais la musique est un peu en retard. Si on prend quelque chose de proche d'ici, avec le Trianon à Versailles, vous voyez cette structure symétrique, et on voit que les proportions sont tout à fait respectées, hein, en les adaptant bien sûr au mouvement de la symphonie de Beethoven. Voilà. Comme vous pouvez vous rendre compte sur le tableau, Beethoven a écrit la symphonie, c'est un jeune homme en fait. On a toujours une image d'un personnage vieux, les cheveux ébouriffés, c'est un jeune homme élégant. Il est à la mode de son époque, c'est une photo qui date de l'héroïque, donc c'est-à-dire 1803. C'est la période de gestation de la symphonie, les premières esquisses commencent à apparaître. Et pour ce qui concerne ensuite la réalisation, vraiment le début de la réalisation, c'est plutôt 1805. Beethoven est passionné à cette époque-là par les idéaux de la Révolution française. Par exemple, une influence, on pourrait dire presque incontestable, l'hymne du Panthéon de Cherubini, « Nous jurons tous le fer en main, de mourir pour la liberté ». Ça vous évoque quelque chose? Voilà, un exemple d'influence parmi tant d'autres. On peut voir maintenant un hymne à la liberté de Rouget de Lille. Alors là, la citation est flagrante et elle prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on trouve quasiment, dans le final de la 5e, une citation d'un hymne à la liberté. Rouget de Lille, c'est quand même le compositeur de la Marseillaise. Merci Julien. Voilà, donc vous pouvez voir que forcément, à partir du moment où on a ces indices sur l'œuvre, il y a une matière à creuser. Alors, je me permets juste une petite anecdote, peut-être un peu plus lointaine, mais lorsque cette symphonie sera donnée du temps de Berlioz, il y a cette anecdote célèbre du soldat qui se lève en plein 4e mouvement pour dire « Ah, Napoléon !» Enfin, il a dit précisément « C'est l'empereur, c'est l'empereur ». C'était un vieux grognard, en fait, qui devait connaître cet hymne. Et Beethoven, à cette époque-là, s'intéresse beaucoup à mettre en musique la tragédie, à traduire en musique l'équivalent de la tragédie. Il va donc utiliser des moyens expressifs pour créer une forme de narration, et il va vouloir créer l'équivalent de la tragédie en musique, c'est-à-dire quelque chose qui a un impact, qui exprime un sujet qui va permettre d'être purifié à la fin. C'est le principe de la catharsis. Et on voit effectivement dans cette symphonie une trajectoire qui va de l'obscurité du mineur à la lumière du majeur dans le final. On passe d'un premier mouvement extrêmement oppressant d'une densité incroyable, c'est du inouï à l'époque, on n'a jamais vu une œuvre comme ça, avec un final grandiose, complètement brillant, éclatant. On va parler du premier mouvement. Alors, si on regarde bien, ça, en fait, c'est vraiment l'autographe de Beethoven. Et donc, c'est simplement l'entête de l'œuvre, on pourrait dire l'exorde, ou même un noème. En termes de rhétorique, le noème, c'est quelque chose qui est mis en avant, qui est mis à part, c'est une sentence.
entendu parler de... C'est ainsi que le destin frappe à la porte. Je crois franchement qu'il y a quelque chose de profondément vrai dans cette anecdote. Le thème du destin, je suis convaincu, est le fond, le stimulant de toute l'œuvre. Et d'ailleurs, les compositeurs, par la suite, vont utiliser ce motif de 3 notes, 3 brèves, une longue, pour exprimer la fatalité. On retrouve ça chez Verdi, chez Tchaïkovski, pour les fatums, etc. Le pont, c'est une région qui permet d'aller d'une rive à l'autre, c'est le passage modulant qui va conduire au second thème. Et quand on voit ce second thème, on voit qu'il est construit à partir de cette cellule initiale. Et qu'il est conclu avec cette cellule initiale aussi. Donc ça veut dire que le personnage qui rentre là est un personnage qui a à voir avec ce destin. Il en est issu. Et le silence chez Beethoven, ça c'est quelque chose de très important. Pardon. Voilà. On a une attente avec le silence. On a un effet saisissant d'attente et on a l'impression dans cette conclusion de quelque chose d'en partie résolu. Et Lacona reprend le 4e thème qu'on avait oublié, il n'a jamais été résolu, ce thème de déploration, et il va le résoudre dans un presto que je qualifie d'élan terrible. Alors il faut savoir qu'à l'époque de la Révolution française, les troupes étaient stimulées sous 2 formes. Il y avait l'élan terrible pour les inviter à aller au combat. Là, il se traduit musicalement par une accélération sur ce motif, et dans une tonalité où les chromatiques vont disparaître. À ce moment-là intervient le thème de l'hymne à la liberté, et là c'est l'éclat triomphal, c'est le 2e stimulant pour les troupes napoléoniennes. C'est au moment où la victoire est acquise, il y a un cri d'éclat triomphal qui est poussé par l'ensemble des troupes, qui impressionnait terriblement les adversaires. Et là, ce thème est enfin résolu, il n'avait jamais été résolu. On ne s'en rendait pas compte, mais systématiquement, il enchaînait sur quelque chose. Là, nous avons une cadence parfaite, et plus d'une cadence parfaite. 40 mesures de cadence parfaite. Voilà. C'est la victoire de l'Alliance sur les nappes, c'est aussi la façon qu'a trouvé Beethoven de rééquilibrer cette énorme composition. Il faut installer une stabilité pendant un temps important pour pouvoir résoudre toutes ces tensions, définitivement. Voilà. Donc, on a fait le tour de la symphonie. Je pense que... Bon, j'espère que je ne vous ai pas fait trop d'informations dans cette liste.